En Guinée, 171 prisonniers ont été graciés par le président Alpha Condé. Parmi eux, le vice-président de l'UFDG, principal parti de l'opposition. Les Libyens ont célébré ce 24 décembre leur fête de l'indépendance, un événement qui coïncide avec la formation du gouvernement d'union nationale. Enfin, en Bosnie, la pollution environnementale a contraint le gouvernement à fermer certaines écoles à Sarajevo, la capitale. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. En Guinée, le président Alpha Condé a gracié 171 personnes, dont 4 condamnées à de lourdes peines de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils avaient été condamnés après l'attaque contre son domicile privé, selon un décret lu jeudi soir à la télévision publique. Les personnes graciées comprennent 167 condamnés pour divers délits de droit commun. Parmi les 4 autres, condamnés par une cour d'assises pour atteinte à la sûreté de l'État, figure Amadou Ouriba, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, le parti de l'ex-premier ministre et principal opposant Cellou Dalein Diallo. Selon ce décret, Ouriba, accusé d'être impliqué dans l'attaque du domicile privé du président en juillet 2011, avait été jugé par contumace, condamné à la perpétuité et à la confiscation de tous ses biens. Il vit depuis 2011 en exil en France. Les Libyens célébraient jeudi la fête de l'indépendance à Tripoli, dans un pays déchiré par les violences et divisé entre 2 gouvernements rivaux. Cependant, le pays tend vers son unité avec la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté son soutien mercredi au gouvernement libyen d'union nationale prévu par un accord conclu la semaine dernière dans l'espoir de contrer la montée du groupe État islamique dans ce pays et de juguler l'émigration vers l'Europe. Le Conseil a adopté à l'unanimité une résolution qui salue la signature le 17 décembre de l'accord politique libyen de Skirat au Maroc. Il a demandé aux pays membres d'aider le futur gouvernement d'entente nationale qui sera basé à Tripoli à restaurer la stabilité en Libye. Après plus de 2 mois sans un véritable pilotage, la douane camerounaise s'est enfin dotée d'un nouveau directeur. Par un décret présidentiel, Edwin Fongod Nouvaga a été nommé à la tête de la direction. Reportage Nassis Oum. La douane camerounaise a un nouveau directeur. Un décret du chef de l'État camerounais nomme au poste le directeur général des douanes camerounaises, Fongod Nouvaga Edwin, inspecteur principal et chef de la division de l'informatique dans la même administration. Âgé d'une 50aine d'années, le nouveau patron des douanes camerounaises est originaire de Balignonga, département de la Mézam, dans la région anglophone de Nord-Ouest Cameroun. Fongod Nouvaga Edwin prend les rênes des douanes au moment où la décongestion du port de Douala est d'actualité. La malgouvernance aux douanes camerounaises parmi les administrations les plus corrompues, selon Transparency International, augmente les délais de durée des conteneurs au port. Selon un rapport, la corruption des acteurs du secteur de douane fait perdre à l'État environ 300 millions de francs CFA de recettes annuelles. Des mots qui devraient combattre le nouveau patron des douanes camerounaises pour une meilleure image d'antan. Le nouveau patron des douanes remplace à ce poste Minel Libom Liking, nommé ministre des Postes et Télécommunications le 2 octobre 2015. Sur un tout autre registre au Malawi, 63 fonctionnaires soupçonnés d'avoir détourné des fonds de l'aide humanitaire américaine destinés à la lutte contre le sida ont été suspendus. Ceci suite à une plainte du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Parmi les fonctionnaires suspendus figurent des cadres du ministère des Finances dont les comptes seront vérifiés par des contrôleurs de gestion à travers un audit. Lequel audit permettra d'identifier les responsables de la mauvaise utilisation des fonds destinés à améliorer la santé des citoyens malawites. Très heureuse de vous... La nouvelle rébellion proclamée, les forces républicaines du Burundi, Forebu, dont l'objectif est de chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza, n'a aucun avenir. C'est du moins ce qu'estime la présidence burundaise. Les précisions. Un ancien officier supérieur de l'armée, le lieutenant-colonel Edouard Nchimirimana, avait annoncé mercredi la naissance du Forebu, qui regroupe selon lui les principaux groupes armés opérant dans le pays.
Depuis la cession au pouvoir en 2005 du président Nkurunziza, accusé de régner d'une main de fer, le Burundi a connu plusieurs résurgences de mouvements rebelles qui ont fini écrasés dans le sang. Mais les forces de défense et de sécurité ont déjà démantelé plusieurs groupes, plusieurs groupuscules, et même celui-ci qui officialise seulement son existence, mais qui existait déjà, eh bien, il est en phase d'être démantelé. Donc, ce n'est pas un truc qui peut inquiéter ni la population burundaise, ni le gouvernement. C'est seulement amplifié par les médias internationaux. Le Burundi a connu une guerre civile qui opposa entre 1993 et 2006 l'armée, majoritairement Tutsi, à des groupes rebelles Hutus et à laquelle a mis fin l'accord d'Arusha. Le lieutenant-colonel Nshimirimana avait justifié la création du Forebu par la volonté de chasser par la force Nkurunziza du pouvoir pour restaurer l'accord d'Arusha et la démocratie. Un embryon de rébellion harcelait depuis plusieurs mois les forces de l'ordre à Bujumbura et en province. Mais sa création n'avait jamais été officialisée et elle n'avait pas de nom. Le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril de Pierre Nkurunziza, réélu en juillet à un troisième mandat que l'opposition, la société civile et une partie de son camp jugent contraire à la Constitution et à l'accord d'Arusha. Et puis la Ligue arabe a condamné jeudi le déploiement militaire turc dans le nord de l'Irak, dénonçant une atteinte à la souveraineté du pays. C'était au cours d'une réunion organisée à l'appel de Bagdad. Cet acte constituerait une menace pour la sécurité du monde arabe, selon la Ligue. Reportage. Ankara a évoqué un déploiement de routine et la nécessité de protéger ses conseillers militaires présents depuis plusieurs mois dans ce camp militaire. Bagdad a en revanche dénoncé l'illégalité de ce mouvement et porté l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La Turquie a annoncé samedi soir qu'elle allait poursuivre le retrait de ses troupes d'Irak au lendemain d'un appel du président américain Barack Obama invitant Ankara à prendre des mesures afin d'apaiser les tensions avec Bagdad. Mais lors de la réunion du Caire, le ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim Al-Jafari, a déclaré que la Turquie avait insisté sur l'utilisation du mot redéploiement plutôt que retrait. La Ligue arabe demande au gouvernement turc de se retirer immédiatement du territoire irakien sans aucune limite ni condition préalable. Nous comprenons que cela risque de prendre un peu de temps pour qu'il se retire, mais nous exigeons qu'il se retire rapidement et de manière irréversible. Les troupes turques ont accru le chaos dans la région, a ajouté le numéro 2 de l'organisation Ahmed Ben Heli lors d'une conférence de presse. Les troupes seraient transférées d'une région irakienne à une autre région irakienne, a-t-il déclaré, jugeant qu'un tel redéploiement à l'intérieur du territoire demeurait une atteinte à la souveraineté du pays. La Turquie avait déployé début décembre un contingent de 150 à 300 soldats dans un camp militaire de la province de Ninive au nord de l'Irak, où les forces turques forment combattants et volontaires dans le cadre de la lutte contre le groupe État islamique qui contrôle la deuxième ville du pays, Mossoul. Au Gabon, les villes de Moanda et Mounana, au sud-est du pays, sont inaccessibles depuis quelques jours. En effet, l'axe routier à très haut trafic qui relie ces deux villes minières est dans un état de dégradation très avancé. Voici le constat de Paul Avogondila, notre correspondant au Gabon. Un panneau de signalisation avertissant les automobilistes de ralentir pour cause de travaux. Cet exercice auquel n'étaient pas habitués les usagers de ce tronçon à haut trafic agace les moins patients. Ces deux fissures, telles des balafres, rendent le visage de cette route plus que hideux. Les utilisateurs ne décolèrent pas, puisque cette fissure n'est que la énième d'une longue liste. Donc même jusqu'en bas là-bas aussi, donc ça ne va pas. C'est quand même une route principale, vraiment, on est embêté. C'est pas normal. L'état de la route s'est beaucoup dégradé. Depuis hier, la route était un peu mieux, mais ce matin, ça s'est beaucoup dégradé. Au fur et à mesure où on va rester, ça va rester comme ça, il y aura des dégâts matériels. La destruction de cette route vecteur de développement dans les deux contrées pose réellement problème, puisque Mounana, ancienne ville de l'uranium au Gabon, est désormais coupée de Moanda, la ville du manganèse. Plus encore, ce tronçon relie la province voisine Logoué-Lolo à celle du Haut-Ogooué. Les travaux de replâtrage sont actuellement en cours et uniquement à ce point.
En Bosnie, les écoles étaient fermées jeudi à Sarajevo en raison d'une importante pollution de l'air, tandis que plusieurs autres villes de Bosnie suffoquent également. Une situation qui perdure depuis plusieurs semaines à cause d'une météo stable. Parmi ceux qui étaient sur la place de la Manjoie, l'indice de qualité de l'air atteignait jeudi le niveau de 94 à Sarajevo, à 7 points du niveau orange, alors que le niveau normal est compris entre 0 et 50 selon les données officielles. Il s'agit toutefois d'une légère amélioration car les valeurs enregistrées ces derniers jours étaient souvent bien supérieures, parfois même au-dessus de 300, le plus haut niveau de pollution considéré comme dangereux. Nous avons commencé hier à distribuer des masques ici. Nous y sommes revenus aujourd'hui et nous allons rester pendant 3 heures. Nous avons déjà distribué plus de 3000 masques. La demande est grande. Les gens ne cessent d'affluer et ils nous disent qu'ils n'en trouvent plus dans les pharmacies. Plusieurs autres villes sont également touchées par la forte pollution de l'air, notamment Lukavak, où l'indice de qualité de l'air était à 293 et Tuzla avec 193. Il s'agit de villes avec une importante concentration industrielle. Les autorités régionales de Sarajevo, qui comptent quelques 440 000 habitants avec les banlieues, ont décidé de fermer les écoles primaires et secondaires ce jeudi. D'après les déclarations des autorités et des experts, l'air est pollué et ça me fait peur en quelque sorte. J'ai peur pour ma propre santé, mais aussi pour celle de la population en général. Les autorités sanitaires appellent régulièrement les habitants, notamment les malades, les femmes enceintes et les enfants, à réduire leurs sorties. La ville de Sarajevo est entourée de montagnes et la circulation de l'air est quasi inexistante lors des périodes de météo stable. La situation ne changera pas avant janvier, selon les prévisions. C'est sans doute le chant de Noël le plus célèbre au monde, connu par 2 milliards de personnes selon certains chercheurs. Douce Nuit, Sainte Nuit fête bientôt ses 2 siècles d'existence, mais n'en finit pas de séduire grâce à sa mélodie prenante et ses paroles qui appellent à la paix et au dialogue. Voyage dans la région de Salzbourg aux origines de ce tube international. Plus qu'une chanson, ces quelques notes sont le véritable hymne de Noël. Des paroles qui évoquent le calme d'une nuit d'hiver et la communion entre les hommes. Dans ce village de l'Ouest autrichien, Douce Nuit, Sainte Nuit fait la fierté des habitants. Pour eux, la mélodie résonne d'une façon toute particulière. Je crois que les gens aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays ne savent pas vraiment où le morceau a été joué pour la première fois. Ils connaissent la chanson, mais les gens ne savent pas d'où elle vient. La réponse se trouve en Autriche, à la frontière avec l'Allemagne, dans la région de Salzbourg. C'est ici que naît la célèbre chanson il y a près de 200 ans. 6 strophes, écrites par Joseph Mohr, alors jeune prêtre, puis mise en musique par un de ses amis, Frank Xavier Gruber. Les touristes se pressent par milliers à Oberndorf pour visiter la réplique de la chapelle où le morceau a été interprété pour la première fois à la veille de Noël. C'est depuis le village que des chanteurs itinérants ont peu à peu répandu le morceau, d'abord en Europe, puis aux États-Unis dès 1839. La chanson a été depuis traduite dans plus de 330 langues. Écrite en temps de guerre et de crise majeure en Europe, la partition reste d'une actualité brûlante. Les gens étaient très pauvres, ils avaient perdu leurs emplois, ils devaient se battre pour survivre. La chanson dit aussi que les gens devaient être bons les uns envers les autres, qu'ils devaient apprendre à pardonner, à vivre ensemble et qu'ils devraient essayer d'apprendre à mieux se comprendre. Le morceau ne compte plus les reprises d'Elvis Presley en passant par Miley Cyrus ou des groupes de métal. La version la plus insolite revient peut-être cette année à la Suède avec une composition interprétée par des chèvres pour une association caritative. C'est
C'est sur cette note musicale que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et excellente journée en compagnie des programmes.